Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Bonjour Clara. Bonjour Flavie. Merci d'être présente avec nous aujourd'hui. Donc comme vous le voyez, nous sommes pour un nouveau webinaire. Donc aujourd'hui sur la thématique du SOPK. Ça s'annonce très intéressant puisque du coup Clara va nous parler en cas pratique. Vous demandez parfois un peu plus de concret que de théorie. Donc là, on est plein dedans aujourd'hui. Et donc, vous le voyez, c'est un webinaire qui est proposé par Simplicure en collaboration avec le laboratoire Biform. Pour les personnes, du coup, qui ne connaîtraient pas encore Clara Materne, elle est nutrithérapeute à Liège, en Belgique, et passionnée, évidemment, du coup, par la nutrition, par les plantes, le bien-être, avec une expertise, bon, je ne sais pas de combien d'années, mais il me semble assez longue et établie. Donc, on est vraiment très, très heureux de pouvoir vous proposer aujourd'hui cette intervention, son intervention. Donc, avant de lui laisser la parole, je vous informe juste qu'il y a un onglet discussion durant lequel, via lequel vous allez pouvoir échanger évidemment durant toute la présentation. Donc, n'hésitez pas à interagir et à poser toutes vos questions. On se fera vraiment un plaisir du coup d'y répondre à la fin. Voilà, je vous laisse la main. J'arrête mon partage d'écran. Et Clara, je te laisse commencer ta présentation. Alors, je partage mon écran, que voilà. Est-ce que tu vois mon écran, la première slide? C'est parfait, merci. Ok, super. Bon, bonjour à tous. Je voulais remercier une fois de plus les laboratoires Simplicure, la plateforme Simplicure de nous accueillir, les laboratoires Biform et moi-même pour la présentation d'un cas clinique. Moi, j'aime beaucoup partir du concret d'un cas clinique et donc ça me permet vraiment de montrer mon approche et comment je travaille au quotidien. Et puis, en effet, ça réancre un peu dans du concret. Donc là, j'ai eu dernièrement pas mal de patientes SOPK. Donc, je suis repartie sur un cas clinique réel d'une patiente qui est venue me visiter en début d'année. Alors, attendez, hop. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas les laboratoires Biform Santé, parce que c'est un laboratoire belge, qui est un petit laboratoire, donc il y a 12 employés, ce qui est un avantage pour moi parce que ça veut dire qu'il y a une super bonne traçabilité dans leurs produits. Ils utilisent des matières premières labellisées et il n'y a pas de matières premières qui sont conservées trop longtemps dans le temps. Donc, il y a un turnover très régulier. Donc, c'est ce qui permet d'avoir une super qualité de produit. D'ailleurs, ils sont très honnêtes avec ça. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que quand il y a une rupture de stock, ils l'annoncent, ils le disent. Si on n'a pas pu se procurer cette matière première-là, du coup, on attend, on l'annonce, on est clair, on est transparent dans notre communication avec les thérapeutes avec qui on travaille, etc. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment très chouette. Ils s'entourent à chaque fois de scientifiques, que ce soit internes à leur équipe ou externes, pour venir avoir des avis sur des compositions de produits. Et les produits sont toujours avec des excipients ultra clean, quoi. Donc ça, c'était pour Biform. Ensuite, moi, j'adore commencer mes présentations par la conclusion, parce que voilà, si vous partez manger, au moins, vous aurez retenu l'essentiel. Et si vous ne regardez pas jusqu'au bout, si vous n'êtes pas concentré jusqu'au bout, j'ai fait passer mon message. Donc, dans le SOPK, évidemment, comme dans toute approche fonctionnelle, on sait que c'est multifactoriel. Mais on va axer vraiment sur, l'ovulation. Donc, comment on va optimiser l'ovulation? C'est clair qu'on va essayer de chercher les causes des causes. S'il y a une dysovulation, quelle en est la cause? Est-ce que c'est une hypothyroïdie? Est-ce que c'est une hyperandrogénie? Sans doute, vu que SOPK est quand même toujours avec une hyperandrogénie. Est-ce que c'est hyperprolactinémie? Est-ce que c'est hypoœstrogénie? Etc., etc. Donc, on va essayer déjà de trouver les causes de dysovulation. Et ensuite, on va voir que pour améliorer le profil SOPK, dans nos prises en charge à tous classiques, comme la prise en charge de l'inflammation, du microbiote et évidemment de la résistance à l'insuline qui est capitale dans ce cas-ci. Et ça, ce sont des protocoles qu'on a plus l'habitude de prendre en charge. Donc, on va à chaque fois aussi travailler sur le terrain au sens large. Alors, j'ai orienté la présentation comme suit. Je vais d'abord redonner quelques petites informations sur le SOPK de base. Puis, je vais faire un déroulé clinique de la patiente avec consultation 1, puis consultation 2 et 3, etc. Donc, je vais vraiment faire dans le sens chronologique des consultations. Je vais vous donner les informations au fur et à mesure. Et entre la première et la deuxième consultation, je vais vous faire quelques petits rappels, mais assez succincts, sur la physiopathologie du SOPK. Bon, là, je ne vais pas pouvoir m'attarder très longuement parce que je préfère vraiment me focuser sur le cas clinique. Alors,
Attention, polykystique, petite note orthographique, parce qu'on dit polykystique, mais en fait, ce n'est pas vraiment des kystes, hein. On est d'accord que polykystique, c'est, on va dire, plutôt folliculaire qu'il aurait fallu l'appeler, mais quand ça a été décrit pour la première fois en 1935 par Stein et Leventhal, on n'avait pas des outils d'imagerie médicale aussi perfectionnés que maintenant, et donc on y voyait des kystes, d'où le nom. Et c'est resté. D'accord, donc c'est la cause la plus fréquente des troubles de l'ovulation, d'infécondité, bien que je préfère dire hypofertilité qu'infécondité, et d'hyperandrogénie chez la femme. En gros, il y a une femme sur 7 qui va être touchée par ce trouble, une femme sur 7 en âge de procréer. D'accord, donc on va essayer de ne pas diagnostiquer aussi trop vite. Ça, je vous l'expliquerai plus tard. Il ne faut pas se précipiter trop vite dans un diagnostic précoce. Donc, le SOPK, ce ne sont que des cercles vicieux, auto-aggravants, dans tous les sens. On va rentrer vraiment dans les détails là-dedans. Donc, les causes qui sont, et non seulement des causes, mais aussi des conséquences, donc ce ne sont que des cercles vicieux, ça va être l'hyperinsulinisme, le surpoids, l'obésité, l'hypertension artérielle principalement. Donc, on va déjà chercher ça à la base. Alors, quel est l'impact sur la fertilité ? Eh bien, ces troubles du cycle vont avoir des cycles irréguliers, voire même absents. On est dans une des premières causes d'hypofertilité chez la femme parce que 50% des femmes SOPK présentent des difficultés de conception. Et en plus, une fois qu'elles sont enceintes, elles peuvent avoir aussi des troubles au niveau de la grossesse. Il peut y avoir des accouchements prématurés, il peut y avoir la prééclampsie et évidemment du diabète gestationnel. Alors oui, une partie est génétique, mais ça ne représente que 10% des cas, hein. Les 90%, désolée, je prends l'option de parler en belge, je pense que tout le monde comprendra, résultent d'interactions plutôt environnementales. Donc on va parler d'épigénétique, de style de vie, d'exposition de perturbateurs endocriniens aussi, ce qui est très important à prendre en charge. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, faites attention aussi au diagnostic précoce chez l'adolescente, parce qu'on a une maturation de l'axe hypothalamo-hypophysaire qui est incomplète en début de la vie de la femme, donc 2-3 ans après sa ménarque, il peut y avoir une hyperandrogénie qui va être relative parce qu'il y a besoin d'avoir une maturation ovarienne qui est importante, qui n'est pas encore totalement en place. Donc, il peut y avoir des signes d'acné forts à ce moment-là. Et malheureusement, on va souvent soit on part vers un diagnostic précoce de SOPK et ça peut faire très peur à la jeune femme parce qu'elle va se dire qu'elle ne va pas pouvoir avoir d'enfant, etc. Et donc, il faut vraiment attendre un petit peu avant de poser ces diagnostics. Et d'autre part, la réaction qu'on peut souvent repérer, c'est qu'on va proposer une pilule pour enlever son acné. On va lui dire, mademoiselle, voilà, on va vous donner une petite pilule pour régulariser vos cycles. Et vous savez bien que quand on donne une pilule, ce n'est pas pour régulariser les cycles, c'est pour couper du cycle. Donc évidemment, à ce moment-là, elle n'aura plus de signes d'hyperandrogénie, mais le jour où elle voudra arrêter sa pilule pour avoir un enfant, son SOPK, enfin si c'était un SOPK, va rejaillir, et quoi qu'il en soit, l'hyperandrogénie devra quand même être prise en charge à ce moment-là. Donc un peu de patience, pas trop vite étiqueter, voilà. Alors on y va pour le cas clinique. Donc, c'est une patiente de 37 ans. Elle vient de trouver pour optimiser ses cycles avec un désir de grossesse dans le cadre d'un SOPK qui a déjà été diagnostiqué depuis longtemps et elle a déjà fait une fausse couche en 2023. Elle a dans ses antécédents familiaux diabète, surpoids, troubles intestinaux. Elle a des signes cliniques généraux, surpoids, 87 kg pour 1,65 m, donc oui, elle est en surpoids. Elle a froid aux mains, froid aux pieds, elle est frileuse, elle perd ses cheveux. Elle a une ligne de poils au niveau du nombril, elle a de l'acné dans le dos. Au niveau inflammatoire, elle a tendinite, parodontite, pas mal d'herpès, un psoriasis. Et au niveau gynéco, elle a des cystites non infectieuses qui sont quand même fréquentes. Alors au niveau digestif, ça ne va pas trop bien non plus. Elle a une alternance constipation-diarrhée, qui a été légèrement améliorée parce qu'elle est allée voir un médecin fonctionnel qui lui a déjà donné des hormones thyroïdiennes. Donc là, pour le moment, elle prend un quart de Thyral, qui est un mélange de T4 et de T3. Elle a aussi des gaz odorants, des ballonnements douloureux, même entre les repas.
Elle avait une suspicion de reflux non acide parce qu'elle toussait, qu'on avait dit qu'elle avait la gorge fort irritée, mais ça a été amélioré depuis qu'elle a commencé son traitement thyroïdien à base de Tyrall, et elle ne digère pas les graisses. Son profil psy, c'est très stressée, anxieuse, manque de magnésium, elle a des crampes, elle bruxe pendant la nuit, et sa tension est normale. Alors au niveau de ses cycles, ça se passe comment? En fait, cette personne, elle a déjà été très sensibilisée parce qu'elle elle a été coachée par une sage-femme qui était formée à la méthode Sensiplan. Donc, elle a appris à observer ses cycles. Elle observe avec sa glaire cervicale. Donc ça, c'était déjà super parce qu'on a pu avoir pas mal d'informations parce qu'elle était vraiment au taquet avec ses cycles. Elle faisait des cycles de 28, 35, parfois 40 jours. Donc, ce n'est pas des cycles encore trop longs pour un SOPK. Elle sentait quand elle ovulait, parce qu'elle voyait sa glaire évoluer. Donc, on peut tout à fait apprendre à repérer son ovulation par l'observation de la glaire cervicale qui devient beaucoup plus avec une texture de jaune d'œuf en périovulatoire, en préovulatoire plutôt. On va avoir une glaire qui va être beaucoup plus liquide, on va avoir une sensation d'humidité à la vulve qui va être plus importante et on va avoir une glaire en texture de blanc d'œuf. Elle a une phase lutéale qui dure plus de 11 jours, donc saine. Ses règles sont assez courtes et assez peu abondantes et elle présente quand même un syndrome prémenstruel. Donc elle a des mastodinies, un spotting prémenstruel, de la rétention d'eau, des maux de tête, de l'irritabilité totale en fait. Donc, et son acné n'est pas cyclique, donc voilà, elle ne m'a pas dit que son acné était aggravé en fonction de ses cycles. Et ici, le spotting, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont vraiment les petites taches brunes qu'on va avoir avant les règles. Et ça, c'est le signe typique de manque de progestérone en phase lutéale. On en parlera plus tard. Alors, je continue son profil de base. En habitude alimentaire, un petit-déj, elle est déjà suivie en médecine fonctionnelle, elle est déjà très au taquet avec son alimentation. Évidemment, elle mange protéiné le matin, elle mange même des sardines le matin, des œufs, du matcha. Son déjeuner à midi, fromage, un petit peu, pas trop, riz, légumes, un peu de viande. Et c'est vraiment très rare quand elle fait un écart, c'est quand elle est au travail, ça ne va pas, etc. Collation, en général, c'est des oléagineux, mais elle fait des petits écarts de boulangerie assez rarement aussi. Et c'est ce qu'elle me déclare à la première consultation. Le dîner, légumes, féculents, pas de protéines le soir. On pourrait se dire, franchement, déjà que son alimentation est déjà d'assez bonne qualité quand elle vient à la première consultation. Poisson une fois semaine, c'est un peu light, cuisson à l'huile d'olive, peu de légumineuses parce qu'elle ne les digère pas bien, logique. Elle déclare qu'elle ne boit pas assez d'eau selon elle, elle ne boit pas d'alcool, elle ne fume pas. Donc elle avait déjà cherché à gauche, à droite en faisant des cures de jus, elle a déjà très branché alimentation saine, elle a déjà cherché. Elle fait du sport 3 fois semaine, ce qui est quand même déjà, on va dire, correct. Quand elle arrive au premier rendez-vous, elle prenait déjà des compléments alimentaires. Elle prenait un mélange pour la mitochondrie à base de Q10 et de PQQ. Elle prenait des bourgeons de framboisier en gémothérapie, du chardon, 3000 unités de vitamine D et du fer liposomal. Donc, alors, on s'attaque à un gros morceau ici. Oups, je ne vais pas le passer. Donc, quand elle est arrivée, elle avait déjà fait des analyses. En fait, quand on est à la première consultation, moi, j'aime pas regarder des analyses parce que j'ai pas envie d'être perturbée dans ma bonne base clinique que j'établis avec elle, avec toutes mes questions. À la fin de la consultation, j'ai accepté de regarder ses analyses et donc, on a déjà pu voir que sa vitamine D, la 40 avec ses 3000 unités, on va pas s'en sortir, donc il va falloir monter sa vitamine D. Sa thyroïde, la TSH 2.4, on va quand même creuser ça aussi. La DHEA n'est pas anormalement élevée pour un SOPK, elle est même plutôt basse. Et sa testo, là, on ne voit rien d'anormal, mais par contre, sa SHBG, on voit déjà que sa SHBG est basse. Et donc, si la SHBG est basse, bien, la fraction libre de la testostérone va augmenter. Donc, on pourra avoir une hypertestéronémie relative par manque de SHBG. Donc, la SHBG, pour rappel, c'est la sex hormone binding globulin. Et donc, elle va avoir une affinité pour la testostérone. Donc, c'est une hormone qui lie la testostérone et les œstrogènes, et plus encore la testostérone que les œstrogènes. Son œstradiol est à 28, trop bas.
elle a fait ses analyses au 3e jour des règles parce qu'elle savait qu'elle venait chez moi et qu'elle savait que je demandais qu'on fasse ces analyses à ce moment-là du cycle, ce qui est important pour moi parce qu'évidemment, en fonction du cycle, on ne va pas avoir du tout les mêmes résultats au niveau des hormones. Donc là, c'était un J3 et son œstradiol à 28 à J3, c'est trop bas. La progestérone n'avait aucun sens de le demander à ce moment-là parce qu'évidemment, c'est sûr qu'on ne produit pas de la progestérone en phase folliculaire. LH, FSH, elle a LH est étonnamment quand même normal, alors qu'on aurait pu s'attendre sur un SOPK à ce qu'elle soit élevée. En revanche, la prolactine à 60, là, c'est vraiment élevé. J'expliquerai ce qu'on va faire sur ça un petit peu plus loin. La ferritine à 78, je me dis, en fait, c'est déjà pas mal. Elle prend son fer liposomal. Est-ce qu'elle en a vraiment besoin? En revanche, la B9 est assez basse, acide folique. Donc là, il faudrait un petit peu déjà peut-être demander aux analyses l'acide folique érythrocytaire, qui est quand même plus intéressant, aller creuser un peu plus loin et bien être sûr qu'elle ait un acide folique correct parce qu'elle est en désir de grossesse. Au niveau de sa biochimie des glucides, on voit qu'il y a déjà un HOMA à 2. Et là, sur un SOBK, on va être particulièrement vigilant à avoir un HOMA vraiment assez bas. On essaye d'exiger en dessous de 1,5. Et alors ici, ce que je voulais vous montrer à travers ceci, c'est vraiment de prendre ça, parfois les analyses avec pincette. Parce que sa médecin fonctionnel lui avait demandé aussi de faire des analyses. Et elle a fait des analyses 15 jours après. Donc ces deux analyses-là, à droite et à gauche de l'écran, en fait, elles ont 15 jours d'écart. Donc il n'y a quasi pas de différence. Et c'est le labo qui est différent. Donc vous voyez ici, TSH, T4, T3. Déjà ici, dans le laboratoire ici, on a une T3 à 3,5 alors que de l'autre côté, on a une T3 à 4,4, ce qui est complètement différent. Moi, je me base principalement au niveau de la thyroïde sur les signes cliniques. Donc, elle a des signes cliniques. Donc, c'est clair qu'il va falloir aller creuser, aller chercher beaucoup plus loin au niveau de sa thyroïde, des micronutriments, l'action des hormones en elles-mêmes. Voilà. Mais c'est quand même questionnant de voir ces différences entre les différents laboratoires. Alors ici, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit en effet que la testostérone totale, elle n'est pas non plus complètement explosée, la testo libre non plus, mais par le fait que la SHBG est anormalement basse, et ça on va voir pourquoi la SHBG est basse plus tard et les causes de baisse de la SHBG, eh bien la fraction biodisponible de la testostérone est beaucoup augmentée. C'est un rapport ici que le laboratoire propose qui nous permet d'avoir vraiment le coup d'œil sur le fait qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Donc, la valeur totale, donc le pool de testostérone totale, si vous voulez, n'est pas complètement explosé, mais par le fait que l'hormone de transport est beaucoup trop basse, eh bien, la fraction biodisponible va être beaucoup trop haute. Donc, il va y avoir une hypertestéronémie relative importante et aussi ce marqueur qui est l'androsténidiol glucuronide. Alors, l'androsténidiol glucuronide, c'est le métabolite final d'une hormone qui est la dihydrotestostérone. Et la dihydrotestostérone, c'est une super testo qui va être très testostérogénique. Et donc là, c'est le moyen pour nous de déterminer aux analyses, voir s'il y a si cette hormone est surreprésentée, et donc s'il y a une hyperactivité de l'enzyme qui fabrique cette hormone, qui s'appelle la 5-alpha-réductase. Donc, on peut déjà se dire ici qu'il y a une hyperactivité de la 5-alpha-réductase et on a plein d'outils thérapeutiques, nous, même en phyto, pour essayer de diminuer cette 5-alpha-réductase. Donc, on va évidemment passer par là plus loin. Encore grande différence avec le labo d'il y a 2 semaines, on voit que la ferritine est à 54 alors qu'elle était à 78 il y a 2 semaines, donc c'est un non-sens absolu. Donc ici, oui, elle prenait du fer, mais elle a quand même pas mal de plaintes au niveau dysbiose. Donc on va voir plus tard ce qu'on va lui proposer par rapport à la prise en charge de son fer. Et au niveau de sa glycémie, le HOMA n'est pas si différent que ça. Il est à 2 d'un côté, il est à 1,86 ici. Donc, on va quand même continuer à travailler là-dessus. Alors, cette patiente qui était déjà très observante au niveau de ses cycles et qui avait arrivé vraiment à déterminer ses ovulations, elle avait réalisé une analyse 7 jours après son ovulation. Donc là, c'est vraiment important de savoir déterminer son ovulation si on veut faire cette analyse. Moi, je ne le conseille pas à tout le monde ou à toutes les personnes qui ne savent pas bien repérer leur ovulation. Je ne le fais pas spécialement faire. Et dans des SOPK, parfois, c'est difficile parce qu'il y a parfois des tentatives d'ovulation ratées et puis voilà, on ne sait pas très bien où on en est dans le cycle. Ici, on avait de la chance avec elle parce qu'elle avait fait le Sensiplan. Donc, on peut voir qu'elle avait un oestradiol à 201 et une progestérone à 12,8. Alors, quand on arrive à vraiment faire cette analyse 7 jours après son ovulation, on va pouvoir être très exigeant au niveau de la qualité de la progestérone. On va essayer de viser
au minimum 15, et s'il y a un désir de grossesse, on va essayer de viser au-dessus de 20. Et pour ces œstradioles, on vise au-dessus de 150, donc là, on est tout bon. Donc, je fais quelques rappels tout simples sur le cycle féminin. On va surtout prendre ici les hormones, comment elles fonctionnent. Donc, sous la stimulation de la FSH, les follicules vont commencer à produire des œstrogènes en début de cycle qui vont monter. La montée des œstrogènes va déclencher le pic de LH qui est ici, et puis le pic de LH déclenche l'ovulation, l'expulsion de l'ovocyte ici. Et la LH va venir lutéiniser le corps jaune qui va se mettre à produire en deuxième partie de cycle de la progestérone. Et donc là, si l'ovulation, plus l'ovulation est qualitative, plus la montée de progestérone sera haute et bonne aussi. Et donc, nous, on fait cette analyse 7 jours après l'ovulation où on sait que la progestérone va être au plus haut. Il y a quand même des œstrogènes présents en deuxième partie de cycle, mais ils sont contrebalancés par la progestérone. Et tout ce qui va être gestion du syndrome prémenstruel, c'est très important d'avoir un équilibre œstro-progestéronique ici, donc une belle montée de progestérone pour venir contrebalancer les œstrogènes et éviter tous les signes cliniques du syndrome prémenstruel qu'on avait mentionné précédemment. Alors ici, c'est un schéma qu'on avait fait avec Dr Résimon et Guénaël Béguilé quand on avait présenté une conférence à Bruxelles il y a quelques années. On insiste tous très fort sur le fait que le cycle féminin n'est pas un cycle de 28 jours. Il n'y a que 20% des femmes qui ont des cycles de 28 jours. On n'est pas des robots. Et dans ces cycles de 28 jours, tout le monde n'ovule pas à J14. Okay, il y a des femmes qui peuvent ovuler plus tôt, des femmes qui peuvent ovuler plus tard. C'est pour ça que quand on décide de proposer des analyses précises, il faut vraiment savoir quand on ovule. Alors, je rappelle les causes principales de dysovulation. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on va essayer d'améliorer ici. On a l'hypothyroïdie. Donc, quand on repense aux analyses, vous pouvez déjà faire un peu le bilan dans votre tête en disant, tiens, est-ce qu'elle rentre dans telle ou telle catégorie de causes de dysovulation, parce qu'on va continuer à creuser ça tout au long de cette heure. On a l'hyperandrogénie, on a l'hyperprolactinémie, on a l'hypoœstrogénie, et on a les perturbateurs endocriniens. Bon, elle coche beaucoup de cases. Les conséquences, une moins bonne lutéinisation du corps jaune, moins bonne production donc de progestérone en phase lutéale, déséquilibre de la balance œstroprogestéronique, plus de syndrome prémenstruel, et donc on a un cercle vicieux avec l'hypothyroïdie qui s'entretient parce qu'on sait que la thyroïde a besoin de la progestérone pour bien convertir la TK 33, et on a aussi plus d'anxiété parce qu'on connaît le côté GABAergique de la progestérone. Alors ici, on constate qu'elle a une mauvaise production de progestérone. La mauvaise production de progestérone en elle-même, elle a déjà des conséquences directes. Conséquences directes, c'est quoi? C'est l'augmentation de la 5-alpha-inductase. On en a eu la preuve déjà parce qu'on a vu ces analyses. Elle a une sensibilité des récepteurs aux androgènes, ce qui est un cercle vicieux auto-aggravant, et elle va monter la LH. Ici, ça c'est théorique. Dans ce cas-ci, on ne l'a pas vu dans les analyses que les LH étaient augmentées. Mais ça, c'est la théorie générale. Et donc, la conséquence, c'est qu'on a une augmentation des androgènes. Donc déjà, mauvaise ovulation, mauvaise production de progestérone, mauvaise production de progestérone, augmentation des androgènes, hyperandrogénie, cause de dysovulation. Et la boucle est bouclée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui proposer des plantes progestéroniques en deuxième partie de cycle. Le gâtillier, l'alchimie et le YAM. On voit qu'elle a coché l'hypoœstrogénie, qu'elle a coché l'hyperprolactinémie, mais ça sera à confirmer, on en parlera plus tard. L'hyperandrogénie aussi et l'hypothyroïdie. Donc, on a du travail. Alors, ici, on a le complément, le YAM, qui est va venir à viser de soutien progestéronique, donc hyper intéressant pour notre cas à nous. Je voulais juste faire un petit point sur le YAM, parce que le YAM, c'est une plante qu'on utilise beaucoup en laboratoire pharmaceutique pour fabriquer de la progestérone. Ici, ce n'est pas le cas. La diosgénine, nous, en tant qu'humains, on n'a pas l'enzyme nécessaire pour la convertir. Donc, si on prend du YAM, ça ne se convertit pas en progestérone dans notre corps. Néanmoins, ça a un effet progestérone-like global par stimulation de l'axe hypothalamo-hypophysaire de manière globale. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va travailler à la source sans fonction précise. La manière dont les plantes
progestérone-like fonctionnent est complètement différente de la manière dont les plantes œstrogènes-like fonctionnent. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si jamais on vous casse en disant ben oui, la diosgéline ne s'active pas, etc., c'est un autre système, ça fonctionne autrement. Donc ici, on va donner les 3 gélules le soir pendant toute la phase lutéale. Et si la personne ne sait pas déterminer sa phase lutéale parce que c'est trop compliqué pour elle, on va essayer, il n'y a pas de problème si on le donne aussi un peu en débordement sur la phase folliculaire. C'est pas comme si on donnait de la progestérone en tant que telle. Voilà, alors pour venir soutenir la phase lutéale, moi j'adore aussi l'huile de bourrache. Franchement, si j'avais pas vu ces analyses là de cette dame à la première consultation, je lui aurais bien proposé l'huile de bourrache par défaut parce que déjà elle est anti-inflammatoire, parce qu'elle est antispasmodique, parce qu'elle diminue la prolactine et elle module la 5-alpha réductase. Donc déjà rien que pour ces propriétés-là, et il y en a d'autres, je lui aurais donné 3 gélules d'huile de bourrache le soir. Donc les acides gras, on les donne souvent le soir pour qu'ils soient mieux assimilés au niveau des membranes. Alors, si on prend une par une les 4 causes de dysovulation qu'on a pointées chez cette patiente, on va commencer par l'hypoœstrogénie. Ok, donc on a vu qu'elle était à 28 à J3. Nous, on cherche en norme fonctionnelle, on cherche à être entre 45 et 65. Donc là, on est déjà en dessous. Donc, il n'y a pas de montée, vous avez vu dans le petit schéma, il n'y a pas montée d'œstrogène correcte, donc il n'y a pas de pic de LH préovulatoire suffisant, et donc ça va nous amener vers une dysovulation dans ce cas-ci, parce qu'elle a quand même des cycles de 40 jours, donc on n'est pas trop mal. Donc, je vais lui proposer des plantes qui vont venir stimuler ces œstrogènes en début de cycle, avec une base de sauge et de houblon. Ok, donc la sauge, elle va stimuler l'ovulation, elle a un côté anti-inflammatoire et elle va vraiment venir stimuler la synthèse des œstrogènes. Évidemment, à ne pas donner dans tout contexte, parce que toutes les dames qui ne peuvent pas prendre de stimulants œstrogéniques par antécédent de cancer, ça, on ne peut pas donner. Je pars sur des infusions, sur de l'alcoolature, donc on reste quand même dans des formules qui sont assez phyto-herboristes ici. On peut lui donner du houblon. Donc, le houblon va activer l'aromatase qui va stimuler la synthèse d'œstrogènes. En plus, il y a un côté un peu sédatif dans le houblon, donc ça peut être intéressant, c'est une personne très stressée, donc voilà. En infusion ou en teinture mère. Alors, la deuxième cause, ici, on était sur l'hyperprolactinémie. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-ci? Donc, 60, c'est beaucoup. Ça interfère directement avec l'ovulation et la production de progestérone. En norme fonctionnelle, on va essayer d'être maximum à 19, donc on est 3 fois au-dessus de la norme, plus de 3 fois au-dessus de la norme. Ça a les conséquences directes d'augmenter la 5-alpha réductase, donc vous avez vu, androsténéol glucuronide était augmenté, donc voilà, et de diminuer la SHBG. Donc ça, en plus, on a la confirmation que c'est bien réel aux analyses, et donc la conséquence finale, c'est augmentation encore des androgènes. Deuxième cercle vicieux. Alors ici, double check absolu parce que la prolactine, elle peut être augmentée pour plein d'autres causes. Donc il faut d'abord être sûr qu'elle a fait ses analyses dans des conditions idéales. Il faut lui redemander de faire des analyses correctes avec son médecin. Pas de sport avant, ni de sport de lit d'ailleurs, avant les analyses. Et ça, je préfère quand même le dire. Temps de repos nécessaire si elle est stressée, on va aller lui placer le cathéter d'abord, on va la faire attendre 20 minutes dans la salle de repos et puis après, on lui fera son prélèvement. Et si jamais le deuxième dosage était positif, à ce moment-là, il faut qu'elle voie avec son médecin pour écarter absolument un adénome hypophysaire. Quoi qu'il en soit, nous, on peut lui proposer du gâtillier, parce que le gâtillier, c'est déjà une plante qui est progestérone-like, et en plus, elle va être antiprolactine. Donc, antiprolactine, progestérone-like, c'est sûr. Moi, je vais lui proposer de la teinture mère. Moi, c'est des petites choses que j'ai comme ça au cabinet. C'est de la teinture mère de gâtillier. Je vais mettre 25 gouttes par jour, mais je le dirai plus tard, ça. Voilà. Troisième cause. Alors, je n'ai pas toutes les questions parce que moi, je vois avec les 2 écrans que j'ai, je ne vois pas vos questions, mais bon, je pense qu'on aura des échanges un peu plus tard. J'espère que vous les notez bien. Donc, l'insulinorésistance, on a déjà un HOMA qui était à 1,86 ou à 2. Nous, on va essayer de viser en dessous de 1,5 dans le cas d'un SOPK parce qu'il faut savoir que même si les analyses sont quand même pas trop mauvaises et qu'on ne peut pas franchement dire qu'il y a une insulinorésistance réelle, la sensibilité à l'insuline, c'est ça qu'il faut retenir. La sensibilité à l'insuline au niveau ovarien est plus forte dans les SOPK. Donc, on ne verra pas forcément toujours aux analyses la manière dont la sensibilité à l'insuline se situe au niveau tissulaire ovarien, quoi.
La conséquence de ça, c'est que la LH est directement augmentée. Ça, c'est la théorie, hein, ce n'est pas le cas ici. La SHBG est diminuée. Ça, c'est le cas chez nous. Et donc, on va avoir une synthèse ovarienne d'androgènes supplémentaires et une augmentation de l'imprégnation androgénique de manière générale. Donc, comment est-ce qu'on fait? Bon, on sait évidemment la prise en charge de l'insulinorésistance. On sait très bien que c'est l'hygiène de vie qui est capitale, avec une alimentation à index glycémique bas, bien expliquer tout ça, faire une activité physique vraiment soutenue. Et puis tout le cocktail de plantes hypoglycémiantes qu'on connaît, la cannelle, la berbérine, chrome, zinc, oméga 3, éventuellement du myo-inositol, et voilà. Alors, au niveau de la thyroïde, quatrième cause, sa TSH est à 2,4 et elle reste élevée, alors qu'elle prend déjà un quart de E-thyral. Pourquoi? Est-ce que son dosage, son soutien thyroïdien est suffisant? À voir avec son médecin fonctionnel. Résistance aux récepteurs à la TSH. Donc la TSH peut être augmentée si jamais il y a une dysbiose avec excès de LBS qui peuvent bloquer les récepteurs à la TSH. À voir, donc on n'a pas encore du tout creusé le chapitre intestinal avec elle. L'inflammation chronique de bas grade, donc avec les LPS, peut effectivement créer une résistance périphérique. Et puis il y a toujours des signes d'hypothyroïdie qui sont là, donc il faut absolument réévaluer sa thyroïde. L'hypothyroïdie a comme conséquence directe la baisse de la SHBG, la montée de l'insuline et la montée de la prolactine. Et ça, on a vu que la SHBG, la prolactine, c'est confirmé, l'insuline, c'est un peu borderline quand même. Donc, on doit réévaluer tout le domaine micronutritionnel qui n'a pas été fait, zinc, sélénium, iode, vitamine A, etc. La D, on avait déjà 40. Le reste, on va faire. Alors, qu'est-ce que je lui fais comme recommandation à la fin de cette première consultation? On va peut-être envisager un bilan de perméabilité intestinale. On va voir, est-ce qu'on va doser, les LPS, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui les dosent ou pas. Moi, je ne le fais pas toujours, parce que ce n'est pas toujours hyper représentatif de la réalité. Mais là, on va vraiment creuser pour voir s'il n'y a pas un SIBO, en fait. Elle va faire des analyses spécifiques de ça. Nous, on va travailler sur l'insulinorésistance de manière assez stricte. On va temporairement arrêter la complémentation en fer, parce que sur la dysbiose, je ne conseille pas trop le faire. On va augmenter la complémentation en vitamine D et je lui demande quand même de faire une semaine accomplie de suivi alimentaire avec un carnet de notes, parce que même si son alimentation semble presque parfaite, on va quand même rechercher ça. On ne sait jamais. Alors, au niveau de la phyto, des acides gras et des micronutriments, première consultation, je lui propose quoi comme complémentation? Donc, on avait dit soutien œstrogénique avec les tisanes sauge ou blond. Je lui propose des plantes anti-androgéniques avec de la poudre de réglisse et de l'alpha-alpha. Au niveau de la gestion de sa glycémie, je lui propose la synergie GlucoWeight, qui est à base de berbérine, de cannelle, etc. Donc, c'est vraiment une très belle synergie que je vais vous décrire juste la slide après. Des oméga 3, très important dans la gestion des SOPK, et elle ne mange pas assez de poisson. De l'huile de bourrache, de l'iode, du sélénium, déjà une toute petite base pour venir soutenir sa thyroïde, hyper important. Le magnésium, 600 mg, un peu plus de 600 mg répartis sur 3 fois par jour avec le Magnémax. La teinture mère de Gatillier et un soutien global hépatique avec le Desmoform. Je lui dis aussi au niveau de son alimentation de ne pas mettre des graines de lin mixées dans son assiette parce que les graines de lin pourraient encore aggraver son hypoœstrogénie. Alors, le GlucoWeight, ça c'est un complément qui a été formulé principalement pour la belle synergie des nutriments qu'il compose. Il n'a pas été formulé par rapport au volume, à la concentration, mais c'est la synergie entre ces nutriments qui va faire que c'est une formule qui marche vraiment très très bien. Évidemment, il y a de la berbérine, mais il y a du ginemna qui est très intéressant, qui n'est pas souvent repris dans ces synergies-là. Évidemment, la cannelle qui est souvent dedans. L'alpha-lipoïque, la carnosine, anti-glycation, la carnitine au niveau de l'énergétique cellulaire, le chrome coupant les envies de sucre et qui augmente l'activité du récepteur à l'insuline. Donc voilà, c'est toute cette synergie qui va vraiment être formidable en fait. Donc on prend une gélule avant chaque repas de ce complément, vraiment juste avant le repas. Les oméga 3, hyper important pour la sensibilité à l'insuline, tout le profil lipidique, diminution de l'inflammation, les oméga 3 anti-inflammatoires, évidemment je ne vais pas revenir là-dessus. Il module aussi l'hyperandrogénie directement. Ça, c'est intéressant à savoir. Donc, ça va avoir un impact sur la testostérone totale et ça va aider à monter la SHBG. Voilà, donc on doit cibler entre 1 et 2 grammes par jour. Ici, on a à peu près 1 gramme par gélule, donc on va proposer 2 gélules.
J'ai repris ici une méta-analyse de 2021 sur 314 études, donc c'est quand même assez large, qui montre que l'efficacité des acides gras oméga 3 sur les hormones, le stress oxydatif et les paramètres inflammatoires dans le SOPK, que ça augmente que ça diminue la CRP, que ça va diminuer la ALH quand elle est trop élevée et que ça va monter la SHBG. Voilà, donc ça va vraiment être assez intéressant de monter les oméga 3. Ici, il n'y en a pas assez dans son assiette, donc temporairement, je pense que relancer un peu tout avec une bonne complémentation de départ, arriver à 2 grammes dans l'alimentation, franchement, on n'y arrive pas. J'aime bien passer l'assiette en premier, mais si on mange beaucoup, beaucoup de poissons, d'œufs enrichis en oméga 3, de tout ça, on va arriver à 200, 300, 500 mg par jour. Là, on a besoin de 4 fois plus. Alors, labourage, super, antiprolactine, antispasmodique, diminue la 5-alpha-réductase. Déjà, rien que pour ces raisons-là, elle va avoir un aspect anti-inflammatoire aussi. Donc là, 3 gélules au coucher pour l'huile de bourrache. L'huile de bourrache, elle se retrouve ici chez Biform. Donc, 2 à 3 gélules par jour au moment des repas. Moi, je mets 3 gélules le soir. Et le magnésium, ici, on a une composition avec les super bons sels de magnésium classiques, le glycérophosphate, bisglycinate. Donc, c'est des sels qui sont très biodisponibles. La taurine, magnésiorétentrice, avec la vitamine B6 en toute petite quantité. Donc, il n'y aura pas d'effet de compétition avec d'autres compléments qui contiennent de la B6, le cas échéant. Alors, Desmophore, ça, c'est aussi une synergie de plantes. Avec du chrysanthellum, du desmodium et du chardon-marie. Donc, ça va vraiment venir, pas vraiment avoir cet effet détox, mais cet effet protecteur hépatique qui, moi, m'intéresse, plus un effet cholérétique et cholagogue. Donc, on va venir stimuler sa bile, on va essayer de l'aider à digérer un petit peu mieux ses graisses. Alors, avant la deuxième consultation, on va se refaire un petit focus sur comment on diagnostique un SOPK et c'est quoi la physiopathologie du SOPK. Donc, les médecins actuellement, la plupart se basent sur les critères de Rotterdam. Il faut que 2 sur 3 de ces critères soient cochés pour pouvoir poser un diagnostic. Donc, il faut soit qu'il y ait un trouble ovulatoire avec anovulation ou dysovulation, des cycles irréguliers ou très longs, soit qu'il y ait une hyperandrogénie, qu'elle soit clinique, avec de l'hirsutisme, de l'acné, etc., ou à la biologie confirmée par des analyses. Et il faut aussi que le gynéco fasse une échographie des ovaires pour voir s'il y a beaucoup de follicules dans les ovaires. Ça doit être au-delà de 12 ou alors ils doivent être vraiment très gros. Comment ça se passe, le SOPK? Donc, souvent, dans le SOPK, on a une LH qui est augmentée et une FSH qui est diminuée. Or, en fonctionnel, quand on veut que ça se passe bien, il faut que le rapport FSH-LH soit au-dessus de 1. Donc, la LH doit être un peu plus basse que la FSH, en fait, en réalité, ok? Donc, ça va générer quoi? Ça va stimuler beaucoup plus les cellules de la thèque ovarienne et donc, ça va augmenter les androgènes. Ce qui a comme conséquence, ça va diminuer la maturation folliculaire et donc, les follicules vont stopper leur maturation au stade antral. Il y a une accumulation à cet endroit-là. Et d'ailleurs, petit aparté, ce n'est pas dans les slides, il y a une hormone qui s'appelle l'AMH, qu'on dose souvent pour avoir une idée de la réserve ovarienne globale. Mais souvent, chez les personnes SOPK, on va avoir une AMH qui est très élevée parce que c'est forcément qu'il y a trop de follicules, mais ça n'est pas représentatif de toute la réserve ovarienne. Et puis ici, on va souvent croire que l'AMH est très bonne alors que c'est à cause du SOPK qu'elle est trop élevée. Pardon. Donc, les follicules stoppés dans leur maturation sont bloqués et donnent un aspect ici qui est on va dire folliculaire. Ce cercle vicieux de la montée des androgènes va faire que on va beaucoup plus aromatiser de manière périphérique, pas de manière ovarienne. Et on va avoir un œstradiol qui va être là, mais qui ne va pas suivre la manière cyclique dont on l'a décrit avec le pic d'œstradiol préovulatoire. Donc, cet œstradiol qui est constant tout au long du cycle va générer, c'est un petit peu complexe, c'est toujours ce système de rétrocontrôle d'une hormone sur une autre hormone. Elle va générer un rétrocontrôle plus important sur la GnRH, qui est une hormone centrale, et donc ça va augmenter fortement la pulsabilité de la LH.
Et cet LH augmenté va augmenter, souvent, ici ça n'est pas le cas, mais ça c'est la théorie. Cet LH augmenté va aussi augmenter l'activité des cellules técales, donc de la thèque ovarienne, et ça va augmenter la production ovarienne d'androgènes. Ces androgènes augmentés vont, au niveau ovarien, du coup, inhiber l'aromatase qui est au niveau de la granulosa, et donc ça va diminuer la synthèse des œstradiols au niveau folliculaire. D'accord? Donc, c'est les follicules qui doivent produire les œstradiols sous l'effet de la FSH pour générer après le pic de LH et faire de l'ovulation. Et donc, ici, ce système-là ne fonctionne pas bien. On n'a pas le pic de LH et on va avoir, alors que la LH peut être élevée, hein, c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre parfois, parce que la LH peut être très élevée, mais on n'a pas le pic de LH et donc on n'a pas l'ovulation. Et donc, cette inhibition de l'aromatase, elle va diminuer de manière générale la sensibilité à la FSH, et donc à la maturation folliculaire, et on va avoir une apoptose folliculaire précoce. Voilà, il y a embouteillage, quoi. Alors, il y a 2 types de SOPK, hein, parce que là, c'est vrai que dans la théorie, si je viens de vous expliquer, c'est beaucoup sur le SOPK ovarien, mais on peut aussi avoir un SOPK surrénalien. Surrénalien, 20 à 30% des cas. Là, on verra souvent que aux analyses, c'est le sulfate de DHEA qui va être très fortement augmenté. Après, on demandera deux autres marqueurs pour essayer d'analyser, d'aller plus loin dans le diagnostic, qui va être la 17-OH progestérone et le cortisol. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, parce que sinon, on n'aura pas le temps de clôturer la présentation. Le SOPK ovarien, du coup, c'est ce que je viens d'expliquer un peu plus en détail, c'est une hypersensibilité técale à la LH. D'accord? Et là, dans ce cas-là, la DHA peut être normale. Ici, dans notre cas, la DHA est à 187, donc on pourrait peut-être se diriger quand même vers un SOPK ovarien. OK? Et tous les facteurs associés que j'ai déjà décrits précédemment. Alors, l'insulinorésistance directe, l'insuline fait monter la LH fait monter les androgènes, l'insuline fait diminuer la SHBG et donc les androgènes libres sont montés. Ça, c'est exactement notre cas. Et donc, on a une hypersensibilité TK à LH qui amplifie encore le trouble ovulatoire. Donc voilà, dans tous les cas, on va faire une prise en charge globale, alimentation, activité physique, complémentation ciblée pour diminuer cette insulinorésistance. Allez, on reprend notre cas clinique. Désolée avec la théorie qui est peut-être un peu complexe. L'analyse à la deuxième consultation, elle me dit, et ça c'était vraiment intéressant, elle me dit qu'elle se rend compte que malgré ses bonnes notions de nutrition, elle mange du sucre tout le temps. Elle se rend compte que le sucre était omniprésent dans son alimentation, c'était toujours un petit bazar comme ci, un truc comme ça, etc. Donc, on a vraiment pu retravailler sur son assiette avec sa semaine de notes là, au niveau alimentaire. Donc, c'est quand même intéressant de le faire dans tous les cas de figure. On est reparti sur les définitions de qu'est-ce que c'est index glycémique bas, mastication, pas de glucides à jeun, etc. On a travaillé toutes ces consultations-là sur tout ce qui était mis au point sur les perturbateurs endocriniens. Les évictions, soutenir la voie hépatique, ça on l'avait déjà mis en place avec le desmoform préalablement, donc c'est pas mal. Je fais tout un petit laïus sur les perturbateurs endocriniens. Et qu'est-ce qu'il y a comme évolution à la clinique? C'est assez difficile d'évaluer, mais elle dit quand même qu'elle sent qu'il y a une amélioration globale au niveau de son énergie, que ses troubles digestifs sont moins impactants, mais elle n'est pas très précise dans ce qu'elle me redit. Au niveau magnésium, on voit que ça a bien fonctionné parce qu'elle n'a plus l'œil qui clignote, elle n'a plus ses crampes, elle bruxe un petit peu moins. Je l'avais aussi conseillé de mettre une gouttière dentaire pour essayer de se protéger de son bruxisme. Alors, son médecin fonctionnel qu'il est allé retrouver avec les analyses faites est passé à 1 demi-eutyral et du coup, elle a refait des analyses avec une TSH qui est passée à 0,75, T4 à 10 et T3 à 4,8. Alors, la TSH a bien diminué, mais en revanche, la T4 est quand même toujours pas au top, peut-être par manque d'iode. Souvent, c'est le cas quand la T3 est pas mal et que la T4 est quand même basse. On peut se poser la question de savoir si elle n'est pas en manque d'iode. Donc, c'est sûr que c'est bien de lui donner des hormones thyroïdiennes, mais il faut aussi optimiser tout son environnement micronutritionnel autour de la thyroïde. Donc, moi, je lui dis surtout gardez votre iode et vos sélénium. Donc, ça, je les ai mis tous les deux chez Biform parce qu'ils existent en unitaire là-bas. Je lui conseille de manger des algues.
Le fer, on part sur du fer en alimentaire. Et de la poudre d'ortie, ça c'est un petit truc que j'adore parce que c'est un truc qu'on peut mettre tous les jours et c'est dans l'alimentaire. Ça, heureusement, Myriam et les laboratoires Biform travaillent aussi avec des personnes en qui ils ont confiance. Ils travaillent avec des herboristes et avec d'autres personnes qu'ils accueillent sur leur plateforme, mais ça n'est pas leur produit à eux, si vous voulez. Mais vous pouvez tout à fait commander aussi la poudre d'ortie sur la plateforme des laboratoires Biform. C'est une petite herboriste belge qui produit ça. Alors, ici, elle revient avec des analyses qu'on avait demandées au niveau microbiote. Je vais juste les lire et puis on va raisonner un petit peu plus tard. On voit qu'elle a ici des bactéries productrices d'H2S, avec les désulfovibrio, qui sont quand même bien présentes. Et elle a aussi des méthamnobrevibactères, bactéries productrices de méthane. On voit que son indiquant est élevé. Ça, c'est au DMI, analyse des métabolites urinaires, mais ces lactates, des lactates n'est pas élevé pour autant. Donc, on va continuer notre raisonnement. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Vous pouvez déjà vous mettre à raisonner là-dessus. J'avance un peu. Donc, votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez, selon vous, que cette patiente a un SIBO? Elle avait fait la métagénomique, qu'on a vu avec le H2S et le CH4 qui sont augmentés. Donc, les bactéries, on pourrait se dire qu'elle fait un SIBO peut-être H2S ou un SIBO CH4, ou un SIBO méthane, ou les deux. Mais elle avait fait aussi, et ça c'était son médecin fonctionnel qui l'avait envoyé dans un hôpital bruxellois, elle a fait un test au lactulose, donc c'est un test où on ingère du lactulose et puis après on voit à l'expire s'il y a production. Là on ne peut pas voir le H2S, on peut voir juste hydrogène et méthane. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu passer ce genre d'analyse ou pas, mais on voit ici donc à l'expire hydrogène, à l'expire méthane. À jeun, elle est déjà à 45 ppm et 22 ppm. Donc, c'est pas normal. Pas normal qu'à jeun, ça soit comme ça. Et puis ici, ça rediminue après 30 minutes. Et on voit qu'après 90 minutes, ça explose là. Donc, on n'est pas encore dans le côlon là. C'est à partir de 120 minutes qu'on est dans le côlon. Donc, normalement, ça devrait commencer à monter après 120 minutes et pas avant. Si c'est avant, ça veut dire qu'on est dans l'intestin grêle et ça veut dire qu'il y a présence d'un SIBO. Un SIBO, si ça augmente fortement ici, ça sera un SIBO hydrogène ou ce sera un SIBO méthane. Et le méthane, si on se réfère aux références de Christian Boyer, qui est quand même la star du SIBO, eh bien, on est largement au-dessus des normes. Par contre, attendez, j'ai appuyé sans faire exprès. Par contre, ici, on peut se demander pourquoi est-ce qu'à jeun, c'était aussi élevé. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la conclusion de l'hôpital, c'est qu'ils disent pas d'intolérance au lactose. Je ne comprends pas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Et une note fermentation à jeun importante. Et le médecin fonctionnel ne se base que regarde que la dernière ligne et il dit pas de SIBO. Moi, je demande à la patiente, je lui dis est-ce que l'hôpital vous a demandé d'abord de nettoyer la bouche parce que c'est un test qui nécessite de faire tout un nettoyage de la bouche avant de le faire. Elle me dit ah non, on m'a rien demandé. Ok, déjà une info. Et je dis est-ce que vous avez eu un régime spécifique? Est-ce qu'on vous a donné des recommandations dans les semaines ou les jours qui précèdent votre analyse? Non, on ne m'a rien demandé. Donc déjà, si l'analyse n'est pas faite correctement, on ne va pas avoir des bons résultats, elles ne seront pas hyper interprétables. Mais on voit quand même, nous, on pourrait quand même se dire que là, forcément, le test, il n'a pas été bien réalisé. Mais ici, on va quand même se dire, attention, on a quand même une prolifération anormale dans l'intestin. D'accord? Donc, je pars sur l'idée qu'on met toujours en priorité quand il y a des productions de soufre qui sont importantes, qui sont avec des bactéries très inflammatoires, pro-inflammatoires, et nous, on doit essayer de travailler sur l'inflammation avec cette patiente pour aussi améliorer son SOPK. Donc, la prise en charge de son intestin est capitale. Donc voilà, moi je vais lui proposer de faire un traitement phyto à base d'antimicrobiens de base. On va faire peut-être plusieurs fois des choses et on va voir comment ça se passe. Et au niveau de son alimentation, on va partir sur une diminution stricte des aliments à base de soufre. Mais on fait ça un très très court temps, d'accord? Donc je pars, ce complément-là, je l'adore, il fonctionne vraiment bien.
C'est une base d'acide caprylique, donc ça peut très bien fonctionner sur des candidoses aussi par ailleurs, mais ici, ça va être des antimicrobiens berbérine. On en a déjà un tout petit peu dans le glucowate, donc pas mal, mais on va quand même en rajouter ici. Les feuilles d'olivier, des enzymes pour l'aider à digérer et de l'origan qui est un très très fort antimicrobien, donc on ne va pas mettre sur trop longtemps non plus. Mais ici, l'origan n'est pas fortement dosé, donc il ne faut pas non plus trop s'inquiéter au niveau hépatique. Et d'ailleurs, je suis contente d'avoir mis à ce moment-là un traitement de soutien hépatique avant de pouvoir commencer ce complément-là juste après. Donc voilà, je lui en mets 2 par repas. Je le fais un mois, un matin, un soir. On peut y aller lentement, hein. Si jamais on a peur, on peut commencer à juste un matin et puis on peut augmenter et on peut monter jusqu'à 4 par jour au besoin. Hop. Je vais l'aider à digérer, toujours optimiser au maximum sa digestion avec des plantes prokinétiques, avec des stimulateurs de bile, cholagogue, cholérétique. On a le pissenlit ici, on a encore des enzymes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre après, par exemple, le clean intest pour venir continuer. En plus, il y a de la réglisse dedans, ce qui m'arrange très fortement parce que la réglisse est anti-androgénique et même si ici, ce n'est pas du tout pour le côté anti-androgénique que je mets ce complément, ben, ça me fait penser que ça va faire double casquette pour la réglisse. Voilà, donc ce complément-là, c'est un 3 en 1 en fait. Donc, il va venir protéger la muqueuse, il va venir soutenir la production d'acide chlorhydrique et il va venir stimuler la vésicule biliaire. Donc voilà, ça me permet de mettre aussi pas trop de compléments avec celui-là. Comme on sait qu'on a un 3 en 1, c'est assez bien pour tous les troubles digestifs en digestion haute de manière générale. Alors, je fais un petit point mini, si on a encore le temps. Oui, ça va. Ce que c'est le low sulfure diet. Donc, on va diminuer par rapport à ces bactéries soufrées, on va essayer de diminuer pendant quelques semaines ces apports soufrés dans l'alimentation pour diminuer les bactéries sulfato-réductrices. Donc ici, je suis partie sur 3 semaines. On essaye d'éviter tout ce qui est sulfite, voilà, tout ce qui va contenir du soufre en fait, mais dans les compléments aussi. Dans les compléments, on va essayer d'éviter la NAC, on va essayer d'éviter l'acide alpha-lipoïque, etc. Donc, je vais vous faire raisonner après sur les compléments qu'on avait déjà mis en place. Est-ce qu'ils sont toujours tous bons à maintenir pour le moment ou pas? Donc, on va essayer d'éviter tout ce qui contient du soufre, donc les choux, tout ce qui est légumes non crucifères, ça va, mais on va vraiment faire attention pour les aliacées et pour les crucifères. Parfois, malheureusement, les œufs qui sont un super aliment plein de protéines, ça contient aussi du soufre, donc il faut un petit peu les arrêter un certain temps. Mais une fois de plus, on est dans une diète très spécifique et très temporaire, donc jamais faire ça sur du long terme, bien entendu. Et ça peut être assez miraculeux sur du court terme, ça ne marche pas chez tout le monde de manière miraculeuse, mais quand ça marche, c'est miraculeux. Alors, bon, je vous ai déjà donné quand même des éléments de réponse, mais quand vous voyez la composition de ce perméa, parce que c'est ce que je voulais lui proposer, c'est ce que j'aurais proposé si elle n'avait pas eu un SIBO H2S, en fait. J'aurais proposé ce complément-là, mais je ne l'ai pas fait, parce que c'est un super complément, parce qu'en plus, même au goût, il est bon, et il se mélange bien, enfin voilà, donc ça, c'est vraiment que je prends souvent, mais là, je ne l'ai pas mis. Et donc, pourquoi je ne l'ai pas mis? Donc, c'est dommage que je ne vois pas le chat, parce que j'aimerais bien voir vos réponses, j'aimerais bien vous laisser le temps de répondre et de relire la composition de ce complément. Il contient, extrait la guimauve, la glutamine, l'ornithine, la boswellia, la grenade, enzyme digestive et de la NAC. Donc, je ne peux pas le mettre ici. Voilà, c'est dommage. Je l'aurais mis sinon. Donc voilà, à prendre sans NAC dans ce cas-ci, et c'est pas facile à trouver parce que souvent il y a de la NAC, parce qu'évidemment ça aide, mais ici pour les souffrir, on va essayer d'éviter. Donc voilà, c'est comme ça, c'était une manière de présenter ce complément aussi qui est vraiment top. Alors, troisième consultation, j'ai encore le temps. Donc on a stoppé les compléments qui contenaient, stoppé temporairement, hein, d'accord, donc on les reprendra après. Temporairement, j'ai suspendu le desmoforme, la berbérine, enfin la berbérine c'était le glucowate, hein, qui avait aussi de l'alpha-lipoïque dedans, je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai suspendu le Clean-Intex. Ah oui, pardon, excusez-moi, je me trompe. Ce n'est pas pour les raisons de souffrir que j'ai suspendu, c'est pour sa grossesse. Je reprends.
Donc c'est suite à l'annonce de sa grossesse que je décide de supprimer les compléments suivants. J'avais déjà supprimé certains compléments qui contenaient les soufrés. Donc on suspend le desmoform sous une grossesse, on suspend la berbérine sous une grossesse, on suspend le Clinatest sous une grossesse et toute la phyto. Voilà. Annonce de grossesse, directement je l'envoie chez son médecin fonctionnel, je lui demande de réclamer à ce que son traitement thyroïdien soit suivi de manière beaucoup plus rapprochée, parce que la thyroïde évolue beaucoup pendant la grossesse et que l'hypothyroïdie est une des premières causes de fausse couche, donc j'insiste vraiment très fortement pour qu'elle soit suivie et par son gynéco et son médecin fonctionnel. Et je lui demande d'aller trouver son gynécologue pour se faire prescrire de la progestérone bioidentique. Ce qui est très important aussi, de ne pas manquer de progestérone en début de grossesse. Évidemment, au niveau intestinal, je ne peux plus m'occuper de son SIBO. On va suspendre tout ça pendant toute la durée de la grossesse. Et je vais essayer de l'aider comme je peux avec du butyrate qu'on peut mettre sous grossesse, de la gomme de Goire et aussi certains probiotiques. Tous les probiotiques ne conviennent pas sur un SIBO H2S, donc il faut choisir des probiotiques ciblés. Donc ici, je lui remets du coup le butyrate, qui est un acide gras à courte chaîne postbiotique, assez formidable pour tout ce qui est anti-inflammatoire au niveau intestinal. Voilà, le butyrate, c'est la première nourriture des colonocytes. Donc ici, butyrate, elle prend 1 à 2 gélules par jour. Moi, je crois que je lui avais dit d'en prendre 2 d'ailleurs. Ah oui, et je n'ai pas mis de probiotiques ici, mais bon, voilà, chez Biform, il y a aussi les probiotiques qui auraient tout à fait pu convenir sur son démarrage de grossesse. Et hyper important d'essayer, si on sait qu'elle va avoir un accouchement par voie basse, d'optimiser son microbiote aussi tant que faire se peut, même si on ne peut pas faire de traitement intestinal important. Voilà, après, il y aura toutes sortes de choses qu'il faudra suivre au niveau de son fer, au niveau de sa thyroïde, etc. pendant la grossesse, mais ça, c'est un autre sujet qu'on pourra faire plus tard. Donc, je reviens sur ma conclusion. Pour la prise en charge globale du SOPK, il faut prendre en cause les troubles de la dysovulation. On va explorer la thyroïde, on va explorer les androgènes, on va explorer la prolactine, cause, conséquence. On va explorer l'hypoœstrogénie. Et puis, on va réévaluer son terrain de manière globale. Tout ce qui est inflammatoire, pro-inflammatoire, oméga 3, vitamine D, microbiote, inflammation, tout ce qui est microbiotal. Bon, là, on avait une grosse prise en charge à faire que j'ai passée un petit peu rapidement. Puis, on a été stoppé dans notre élan avec son démarrage de grossesse. Et la prise en charge, évidemment, de la résistance à l'insuline de manière beaucoup plus exigeante. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Je sais qu'on a 1 heure, c'est le temps de midi, donc voilà, c'est un petit peu... Mais voilà, on peut peut-être faire les questions. Je ne sais pas, Flavie, si c'est OK pour toi. Tout à fait. Un tout grand merci du coup pour cette présentation. Je trouve que c'était très clair et du coup dans ce laps de temps, tu as réussi à partager, je pense, le plus important. Donc vraiment merci beaucoup. Je vais peut-être prendre 1 minute pour présenter Simplicure, si c'est OK pour toi. Comme ça, tu peux aussi souffler, boire un petit coup d'eau. Et donc, je vais peut-être vous partager mon écran pour ceux qui ne connaîtraient pas du coup encore la plateforme Simplicure qui vous proposait aussi en collaboration avec Biform aujourd'hui ce webinaire. C'est un outil utile pour les praticiens de santé qui va vous permettre de retrouver les différents compléments alimentaires des différents laboratoires en un seul et même endroit. Donc ça permet vraiment d'avoir un suivi plus facile pour vous, de pouvoir combiner des laboratoires et pour vos patients, pour vos clients, d'avoir accès à ces différents laboratoires en un seul et même endroit. Donc si je vous partage mon écran comme ça, on regarde rapidement à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est la page d'accueil quand vous allez vous connecter. Ah oui, Clara, est-ce que tu peux juste du coup arrêter ton partage d'écran de ton côté? Oui, pardon. Pas de souci, merci. Donc voilà, ça c'est la page d'accueil quand vous arrivez sur Simplicure. Pour vous inscrire, c'est tout à fait gratuit. Donc il suffit de mentionner votre adresse mail, de vous créer un mot de passe. Et puis du coup, l'objectif, ça va être de pouvoir créer une recommandation. Et vous allez pouvoir aller sélectionner les différents produits des laboratoires que vous souhaitez. Donc là, actuellement, on a un catalogue de plus de 3000 produits. Donc autant dire qu'il y a pour tous les goûts, pour tous les besoins. On peut notamment chercher par marque. Donc
on va pouvoir trouver le laboratoire Biform, retrouver tous leurs produits qu'ils nous présentaient aujourd'hui. Donc, par exemple, on souhaite proposer le Clean Test, on peut l'ajouter à notre recommandation. Il se met du coup automatiquement. On peut modifier éventuellement la posologie, rajouter une petite note pour que tout soit le plus clair possible pour le patient. Et puis alors, il ne reste plus qu'à créer une fiche, mentionner son adresse mail et valider. Et il va recevoir un mail de notre part avec ses recommandations, ses produits et il ne reste plus qu'à valider. Et donc, un seul frais de port, un seul colis. Et donc, on se rend compte qu'il y a une réelle meilleure observance dans les conseils qu'on peut donner, puisque ça facilite réellement la mise en place pour le patient. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à vous inscrire sur Simplicure et éventuellement, du coup, réserver aussi un petit créneau pour que, et moi ou une de mes collègues, on puisse prendre le temps ensemble de vous aider à prendre l'outil en main et à vraiment le paramétrer pour que ce soit le plus intéressant pour vous. Voilà. Alors, il me semble que tout ça est clair. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous propose du coup qu'on passe aux questions sur la présentation. Si Clara, ça te va? Ça va, je ne sais pas s'il y en a beaucoup ou pas, à toi de me dire. On en a eu quelques-unes, donc on va peut-être les faire dans l'ordre. Donc, si on revient chronologiquement au début de ta présentation. Alors, quel CAT, je ne sais pas si je le prononce correctement, quel CAT chez les patientes qui ont un SOPK, mais qui ne sont pas en surpoids, n'ont pas de résistance à l'insuline, avec un HOMA inférieur à 1,5, bilan thyroïdien normal, mais quand même quelques signes d'hypothyroïdie? Bah, déjà, s'il y a des signes d'hypothyroïdie, CAT, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah oui, ben, Mais du c'est coup, pas grave, mais bon, s'il y a des signes, s'il y a des signes d'hypothyroïdie, ben, il faut déjà explorer tout l'environnement nutritionnel de la thyroïde. Il n'y a pas que TSH, T4, T3 qui suffisent à dire qu'on n'est pas en hypothyroïdie pour voir si c'est pas central. Si jamais la TSH est basse et que les hormones thyroïdiennes sont correctes mais normes basses, ça peut quand même être aussi déjà une hypothyroïdie en fait. Et puis on n'a pas dosé tous les micronutriments de la thyroïde. Si elle n'a pas d'insulinorésistance et que son index HOMA est bas, très très bas, et qu'elle n'est pas en surpoids, parfois on a de l'insulinorésistance alors que la personne elle est très mince et pas en surpoids. Donc ça, c'est encore un cas qui peut arriver. Mais ici, dans ce cas-là, eh bien, il faut explorer les autres causes. Il faudrait voir si ce n'est pas un SOPK d'origine surrénalienne. Est-ce que ce n'est pas sa DHEA? Est-ce qu'il n'y a pas un souci avec le cortisol? Il faudrait doser sa 17-OH progestérone à ce moment-là. Voilà, essayer de creuser, de continuer à chercher, parce qu'ici, on a vu les différentes causes de SOPK. On n'est pas obligé de cocher toutes les cases. Donc là, ça nous permet, ce cas-là, de raisonner, de se dire, bah voilà, ça, elle n'a pas. Donc, elle a peut-être une hypoœstrogénie, elle a peut-être une hyperprolactinémie, elle a peut-être, voilà, il faut continuer à creuser dans ce sens-là, en fait. Ok, super, très clair. Du coup, ça répond bien à la question parce qu'apparemment, du coup, CAT, ça veut dire conduite à tenir. Donc, c'est parfait. Ah bah, moi aussi, j'ai appris quelque chose alors. Merci. L'huile de bourrache, est-ce qu'elle est aussi à prendre uniquement lors de la phase lutéale? Non, tout le cycle. Ok, tout le cycle. Et Agnès, du coup, qui demande comment est-ce que tu expliques qu'elle est anti-inflammatoire alors qu'elle est composée d'oméga 6? Ah ben, ça fait partie des exceptions des oméga 6, hein, en fait. Donc, dans les oméga 6, c'est vrai qu'on a tendance, on a déjà les précurseurs, hein, l'acide alpha-linolénique, qui est déjà un acide gras essentiel, qui peut se convertir en GLA, acide gamma-linoléique, DGLA, digamma-linoléique, et puis acide arachidonique. Et c'est surtout cet acide arachidonique qui est pro-inflammatoire. Donc, elle va cascader, nous, l'oméga 6, le GLA de l'huile de bourrache va cascader vers les prostaglandines de série 1 qui sont anti-inflammatoires. Et donc, les autres oméga 6, en plus, on a souvent tendance à dire attention, ils sont pro-inflammatoires, surtout l'acide arachidonique, ok, mais on en a déjà besoin, c'est pas à diaboliser absolument. Mais c'est surtout le prorata entre les oméga 3 et les oméga 6 qui fait qu'on bascule vers un terrain pro-inflammatoire. Parce que quand c'est équilibré, qu'on a un oméga 3 pour 3-4 oméga 6, on va être dans quelque chose d'équilibré. Les oméga 6 ne sont pas non plus à tuer dans tous les cas, quoi. Voilà. Très clair. La bourrache et l'onagre, tout ce qui est GLA, ça va vers des prostaglandines anti-inflammatoires, contrairement à l'acide arachidonique. Ok, merci. Est-ce que du coup, on peut donner l'huile de bourrache avec les oméga 3 le soir en même temps? Ouais. Ok. On aurait même pu rajouter de l'huile, j'en ai pas parlé ici, mais de l'huile de pépin de courge qui est très intéressante, qui va diminuer la 5-alpha réductase aussi. Ok, super, merci.
Est-ce que tous les compléments que tu as présentés sont compatibles avec le protocole, de PMA? Heu, D'abord, il y a PMA, ça c'est tellement large dans les protocoles de PMA que est-ce que c'est sur stimulation sur cycle naturel? Est-ce que c'est des prises d'hormones et cetera? Donc j'ai pas donné, s'il y a des protocoles de PMA, je vais pas donner ce qui, stimule les hormones. Je vais Mmh. pas donner de la sauge et du houblon sur quelqu'un qui va se prendre du Clomid, par exemple. C'est du pipi de chat à côté, hein, on s'entend. Moi, la sauge et le houblon, c'est clair que ça va stimuler, ça va aider, mais si on donne des méga doses d'hormones en hôpital, ça sert à rien de venir de chipoter avec des tisanes. C'est très très bien les tisanes, c'est pas ça. Le médecin va pas dire que c'est pas ok, mais à ce moment-là, on va essayer d'alléger quand même complètement la complémentation. Tout ce qu'on a mis en place en micronutriments, donc iode, sélénium, magnésium, tout pour ce qui est gérer l'insulinorésistance, on peut le laisser sans aucun souci. Je vais juste pas mettre des choses hormonales en plus, quoi. Mmh. Tout à fait. Je laisse les gens de la PMA faire leur job et j'essaye au maximum de me caler dans le timing de la PMA parce que c'est souvent des timings très très précis. Oui, tout à fait. OK. Tu parlais du coup de normes. Au niveau de la TSH, est-ce que 2,4 c'est vraiment très élevé? Ben, la plupart des études disent que la santé optimale se base sur une TSH en dessous de 1,5. Maintenant, au niveau médical, souvent les médecins commencent à s'alerter quand elle est au-dessus de 2 et s'alertent vraiment quand elle est au-dessus de 2,5 en général. Hein, voilà. Pour D'accord. peu qui dosent là. Alors souvent, ce qui est dommage, c'est que c'est souvent que la TSH qui est dosée et qu'on va se baser là-dessus, alors qu'il faudrait déjà aller chercher, c'est vraiment le dessus de l'iceberg, quoi, la TSH. Hein, donc, il faut la remettre dans le tableau global d'approche de la thyroïde. Mmh. Oui, tout à fait. OK. Est-ce que la berbérine augmente les transaminases ASAT? Elle devrait plutôt les diminuer parce qu'elle a un impact sur le profil lipidique hépatique qui est pas mal. D'accord, Elle super, a ça aussi, la berbérinée, sur le cholestérol aussi. génial. Mais écoute, il me semble du coup qu'on a fait le tour, des différentes questions. Je pense que c'était très clair et que voilà, tu as apporté des bonnes précisions, aux interrogations que tout le monde pouvait avoir. Juste revenir sur cette dernière question-là. Ce qui va augmenter les transaminases ASAT, souvent, ce sont des multi-compléments alimentaires qui ne sont pas de bonne qualité. Ça va être avec des mauvais excipients. On va prendre plein de compléments alimentaires avec toutes sortes d'excipients. Alors même si les principes actifs sont bons, il faut vraiment être très vigilant sur les excipients. Parce qu'alors là, on peut avoir des prises de compléments alimentaires qui peuvent avoir un impact sur le foie. Euh, voilà, c'est important de surveiller ça, quoi. Donc, j'ai lu le pulunane, fibre d'acacia, enfin, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut regarder. Il faut apprendre à lire vraiment les étiquettes des excipients, éviter des hydroxyprotéines méthylcellulose, essayer d'éviter le stéarate de magnésium et toutes ces choses-là. Mmh. Oui. Merci. Mais c'est bien et du coup, tout ça est mentionné aussi sur les fiches, de Simplicure, donc ça nous permet vraiment de faire des sélections aussi adaptées, en fonction de l'objectif et en fonction de ce qu'on a envie d'éviter Est-ce que aussi. sur Simplicure, quand tu fais une recherche par principe actif, tu peux mettre éviter certains excipients? Exactement. Tu peux faire recherche par principe actif, tu peux mettre inclure ingrédients et exclure certains ingrédients aussi. Ah ben voilà, il y a certains qu'il faudrait d'office exclure. Enfin bon, j'imagine que vous ne choisissez pas des labos qui mettent des mauvais excipients non plus. Oui, tout à fait. On a une sélection, mais en même temps, comme tu dis, il y a certains excipients parfois qui sont tolérés dans certains laboratoires, donc Mmh. voilà, on peut aussi poser En général, les bons laboratoires, quand ils adaptent tout, enfin, essayent toujours de mettre leur formule à jour. Voilà, moi, je sais bien que chez Biform, bon, je prends l'exemple de Biform, évidemment, dès qu'ils sont au courant d'une norme qui change ou de quelque chose, ils changent, quoi. Ils s'adaptent. Les oui, bons labos font tous ça, quoi. tout à fait. Super. Eh bien, encore un grand merci, pour, ton intervention, pour ta présence, ton temps. Merci à vous tous qui nous avez aussi, écoutés et qui avez partagé vos questions aujourd'hui. C'était un vrai plaisir. Oui, pour moi aussi, partagez. Ah bah, super, merci. Bon après-midi à toutes et à tous. À bientôt, bye bye. Au revoir.